Nous sommes de retour avec nos chers invités, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, Fioklo Adangbenou, directeur de publication de l'Enquêteur, et Kouan Binafam, homme politique, force démocratique pour la République. On va aborder le sujet portant sur le Tchad, mais avant cela, on donne la parole à notre cher ami Eric Johnson, qui a voulu juste terminer une démonstration. C'est ça, non? Non, mais au fait, c'est parce que notre ami Adam nous disait qu'il faut que les trois politiciens en Côte d'Ivoire laissent le plancher aux jeunes. Et on dit oui, les jeunes, mais comment ces jeunes-là vont pouvoir diriger les partis politiques? C'était la réponse du politicien. Mais moi, j'ajoute tout simplement pour dire que en politique, il n'y a pas de retraite tant que l'on a encore la possibilité de réfléchir. Parce que là, nous parlons des affaires de l'État, la gestion de la communauté, chose très difficile, et il faut avoir toutes ces facultés en place. C'est pour ça, vous voyez que pendant le dépôt des candidatures pour les élections, on fait toujours un bilan de santé pour voir si les candidats sont aptes à pouvoir gérer les affaires de la cité. Et donc, les jeunes, je pense que si un jeune veut émerger dans un parti politique, il faut commencer par le début. Ne sautons pas les étapes, ne brûlons pas les étapes pour dire que nous sommes jeunes et que nous devons prendre les choses en main parce que les vieux, il y en a qui vieillissent, etc. Il faut avoir un cursus politique ordinaire. Vous savez, en France, par exemple, il faut être déjà conseiller municipal, devenir, je ne sais pas, maire, et député, etc., sénateur, ou je ne sais pas, pour pouvoir devenir candidat à une élection présidentielle. Et donc, pendant tout ce temps, c'est encore une autre formation, au-delà de votre formation professionnelle. Parce que la politique, ça s'apprend. On ne s'improvise pas politicien. C'est le cas de ce qu'on a eu dans les années 90 en Afrique, où les gens se sont improvisés politiciens et on a eu tous ces échecs-là. Donc, les jeunes, oui, mais il faut qu'ils passent par des étapes. Il faut apprendre la gestion de la chose publique. Il faut apprendre, par exemple, même à légiférer. Parce que il faut que, avant de devenir chef d'un parti politique, il faut bien s'entourer. Parce que un seul mot de sortie, on l'a toujours dit, ça peut créer un désastre dans le pays. On prend le vol pour N'Djamena au Tchad et cette manifestation portée par la société civile et le parti politique Les Transformateurs de Succès Masra, c'était le 29 juillet écoulé plus tôt. On va écouter donc deux manifestants, Khalid Doua et Epiphanie Diorang. Les Tchadais qui sont sortis, ils réclament une justice pour tous. Les Tchadais réclament, comment on appelle, une conférence nationale souveraine et inclusive, pas comme les dialogues qu'on appelle qui excluent la majorité des Tchadiens. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le CMT va s'éterniser au pouvoir. Non pas pour les 18 mois, mais pour les 36 mois et peut-être pour 30 autres années. Aujourd'hui, moi, je suis sortie pour dire stop aux violences faites aux femmes. Parce que nous, les femmes, nous subissons énormément des violences. Et aujourd'hui, je sors en tant qu'une citoyenne, en tant qu'une organisation de la société civile pour dire non, non à l'impunité des auteurs. Kouan Binafam, on a écouté tellement de choses. Il y a le premier qui a parlé d'une conférence. Il y a la dame qui a parlé de violences faites aux femmes. Finalement, c'est une manifestation contre la junte militaire installée à N'Djamena depuis la mort du maréchal du Tchad. Oui, bon, en réalité, l'objectif, c'est de protester contre la junte militaire et l'orientation qu'elle veut donner à la transition. Maintenant, chaque manifestant qui vient forcément quelque chose à dire, d'où ce que j'ai entendu la dame, elle a raison aussi.
Parce qu'il faut reconnaître qu'au Tchad aussi, il n'y a pas longtemps, des enfants appartenant à des officiers ont violé en Mondovision une fille et donc ont mis ça sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est ça que l'autre dénonce. Sinon, pour l'essentiel, le mouvement Wakitama dénonce l'orientation que le Conseil militaire de transition, le CMT, veut donner à la transition. En réalité, quand vous voyez la charte de la transition instituée par les militaires qui jouent le rôle provisoire de constitution, ça donne tellement de pouvoir au jeune Idriss Déby Mahamat qui a la possibilité de désigner qui va siéger dans la transition, qui a la possibilité de révoquer tout le monde, qui a même la possibilité de rallonger le délai de la transition. Donc je crois que les Tchadiens sont fondés pour dire non, stop à ça. Parce que si vous prenez l'histoire du Tchad, c'est un pays qui a connu une succession de coups d'État. Hein. Une succession de coups d'État parrainés de l'étranger. On a aidé Idriss Déby à s'installer. Non, avant lui, Hissène Habré. Après, il était un très proche d'Hissène Habré. Après, quand Hissène Habré ne plaisait pas à ceux qui l'ont mis là-bas, ils l'ont gommé pour mettre Idriss Déby. Il a fait 30 ans au pouvoir. Bon, si ces 30 ans avaient permis au Tchad d'avoir une image d'une ville, on comprendrait, mais le Tchad est resté comme un gros village. Naturellement, les Tchadiens ont envie, à l'occasion de cet événement malheureux, la mort brusque d'Idriss Déby, ils ont quand même envie une fois qu'on leur donne la parole pour choisir librement celui qui va les diriger dans les prochaines années. Donc, mais ils n'ont pas l'impression, et c'est vrai que le CMT n'a pas envie un jour de faire des élections transparentes pour permettre aux Tchadiens de sortir. Surtout que la fameuse communauté internationale anti-griffe a adoubé ce coup d'État, Mahamat Idriss Déby. Qu'on ne le veuille pas, pour moi, c'est un coup d'État parce qu'Idriss Déby est mort dans des circonstances très troubles. Peut-être qu'un jour on saura. C'est au front. Oui, bon. C'est au front. On sait. Même au front, on peut mourir. On peut mourir dans des circonstances troubles. Peut-être qu'un jour, l'histoire nous éclairera. Mais quand je vois l'Union africaine qui, d'une manière bizarre, a divorcé avec ses propres principes, quand je vois Macron qui se déplace de la France pour venir serrer la main, pour dire au président africain, voilà la route que vous devez suivre. Et l'Union africaine a vraiment suivi ce que... Et quelques semaines plus tard, on retrouve le président de l'Union africaine au palais de l'Élysée. Oui, qui va là-bas, au moins arrivé là-bas, il a fait l'effort de dire, mais ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bon. Ce qui a obligé Macron à redire que non, le CMT, ce n'est pas un processus de dévolution du pouvoir. Bref, les Tchadiens ont l'impression qu'ils vont revivre ce qu'ils ont vécu pendant 30 ans et que c'est la même famille qui va s'imposer. C'est-à-dire que les Tchadiens aussi, je n'ai pas compris. Même s'ils ont trouvé des raisons pour dire il faut que ça soit militaire, je n'ai pas compris pourquoi c'est l'enfant de Déby. Donc c'est surtout ça que les Tchadiens ne veulent pas. Une succession familiale dans des conditions opaques et personnellement, apprenti démocrate que je suis, je les soutiens. Alors, Fioclo Adangbenou, parlant des manifestations, nonobstant tout, c'est cette même junte qui a eu à autoriser la manifestation. Oui, je peux dire aujourd'hui que la junte, depuis le décès d'Idriss Déby en avril, n'a pas accepté des manifestations. Mais ces derniers temps, elle a accepté la manifestation sur un axe donné. Que c'est là où vous devez faire vos manifestations, ce qui a été fait. Comme toute autorisation. Comme toute autorisation. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse tchadienne en a marre. Son président, défunt Idriss Déby, a tenu le pays avec un main de fer. Et aujourd'hui, on nous a annoncé en avril que M. Idriss Déby, le tout-puissant maréchal, ancien chef d'état-major, d'Hissène Habré, un grand chef militaire, est décédé au front. Ouais. Comme il a toujours souhaité. 3 mois après, moi personnellement qui suis assis ici, je ne sais pas vraiment de quelle mort
il est mort. Ouais. Ce qui veut dire que ce changement de pouvoir au Tchad n'est pas un problème tchadien. C'est qu'il y a une main extérieure qui dirige ce pays et qui a mis son fils à sa place. Et cette main derrière, cette main dont je parle, son responsable est venu confirmer l'intronisation du fils. Et partant de ça, il y a le Mali qui a vu la réaction qu'il a eue et a profité pour faire un autre coup d'État en mai après celui d'août. Et ce coup d'État a été condamné. Et ce coup d'État a été condamné. La CEDEAO devait réagir comme elle avait réagi pour le premier, mais tel n'a pas été le cas. Le président en exercice de l'Union africaine est un Tchadien. Moussa Faki Mahamat. Ce qu'on a dit au fils de fer, c'est ça, il a fait. C'est pourquoi il a eu cet appui extérieur et ce président même s'est déplacé pour venir jusqu'au Tchad. Et le président de l'Union africaine a intériné. Ce qui veut dire que nous ne sommes indépendants que de bouche. Nous devons montrer aux étrangers que nous sommes souverains. Le développement de ces pays européens dépend des pays africains, puisque nos richesses font leur bien et nous empêchent de mettre les usines, les industries en place pour transformer nos propres produits. On enlève les choses en Afrique, on les envoie en Europe, Avec ils l'aval raffinent de certains Africains. et ils renvoient ça plus cher. C'est pour maintenir toujours l'Afrique sur le joug de la colonisation. Il y a de cela 60 ans que nous avons eu l'indépendance. 60 ans, c'est beaucoup trop. Un demi-siècle d'indépendance, ce qui veut dire que nous devons nous affirmer. Or, nos responsables ne sont pas avec cette vision. C'est la France qui est toujours devant et qui dit ce qu'on doit faire. Ce que le Tchad vit aujourd'hui, c'est grave. Parce que après la montée de son fils au pouvoir, il y a eu des assassinats ciblés, que ce soit des civils ou des officiers supérieurs. Ce qui veut dire qu'il y a eu des règlements de compte internes, appuyés toujours par les puissances extérieures. Ce qui veut dire que la jeunesse tchadienne en a ras-le-bol. Elle veut la liberté d'expression, la liberté de manifestation, et d'après les informations, la société civile et le groupe politique, les transformateurs, ont dit qu'ils seront dans la rue jusqu'à ce qu'ils cèdent la place. Eric Johnson, cette question, pourquoi seulement les transformateurs? Je ne vois pas, c'est personnel, je ne vois pas le reste de l'opposition tchadienne. Seul Succès Masra se signale depuis la mort de Idriss Déby Itno. Oui. Vous n'avez pas oublié quand même que après, la junte a tendu la main à l'opposition et il y a une partie qui est allée au gouvernement. Et donc, ceux-là, logiquement, ne peuvent pas manifester aujourd'hui contre le pouvoir en place parce qu'ils sont déjà dans la gestion. Maintenant, le reste des partis d'opposition, pourquoi ils ne participent pas à ces manifestations? Franchement, je n'ai pas la réponse. Peut-être je vais faire des suppositions, je vais sortir des hypothèses, mais c'est pas évident. Ce que moi je remarque tout simplement au Tchad, c'est que aujourd'hui, la population a envie de s'exprimer. La population a envie qu'on l'écoute. La population a envie de vaquer librement à ses occupations sans aucune contrainte. La population veut tout simplement une liberté d'action dans le pays. C'est pour ça quand un
un manifestant a parlé de conférence nationale, je pense que derrière cet appel-là, on sent la politique. On sent les politiciens. C'est-à-dire que les gens veulent une chose pour s'exprimer, mais ils ne veulent pas affronter le régime en place. La raison, on ne peut pas l'élucider. Si je comprends très bien aujourd'hui au Tchad, c'est qu'il y a eu un régime très fort. Le régime de 30 ans. Idriss Déby Itno. Qui s'est enraciné. Et donc, en cette période-là, les Tchadiens étaient franchement sous pression. Je peux même dire opprimés. Et les Tchadiens n'arrivaient pas à s'exprimer, à avoir cette liberté d'expression, de manifestation, etc. Donc, aujourd'hui, si on doit créer un cadre pour que les gens puissent venir dire ce qu'ils ont réellement. C'est ça la conférence nationale souveraine souhaitée par Khalid Daoud, le manifestant. Je pense que c'est une très bonne piste. Et la même question me taraude un peu l'idée par rapport à la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Kouan, Binafam, on peut dire à partir de cela que le Tchad est divisé. Il y a le parti au pouvoir, une grande partie de l'opposition également, qui se pointe d'un côté, et de l'autre côté, on a les transformateurs de Succès Masra et la société civile. Oui, bon, Succès Masra, je lui jette des fleurs parce que, vous savez, il a 39 ans. Il y a ça, en période de peste, que certains sont heureux. C'est en période de peste que, quand il y a la peste, tout le monde se plaint, c'est en ce moment, les gens sont contents. Certains sont contents parce que c'est en ce moment qu'ils tirent leur épingle du jeu. Bon, voilà, certains, une partie de l'opposition, M. Eric Johnson a dit une partie parce que, bon, les gens sont au gouvernement, bon, ils ne pourront pas parler, la bouche qui mange ne parle pas. Donc, mais sur ce Masra, il faut toujours des gens, il faut des gens engagés qui comprennent parce qu'il faut reconnaître que Idriss Déby a dirigé avec son clan et la majorité des Tchadiens, même s'ils ne sortent pas, parce que vous ne pouvez pas quand même demander aux populations de sortir dans la rue, dans un pays où on disperse les manifestations par des balles réelles. Donc, la majorité des Tchadiens ne sortent pas, mais ils ne sont pas d'accord quand même que ça soit le même, parce que c'est la même clique qui s'est accaparée le pouvoir et qui continue. C'est pour ça que vous comprenez qu'une partie de la société civile, ceux qui est engagée, qui risque, est sortie dans la rue. Mais au fil, petit à petit, la base de ceux qui contestent le Conseil militaire de transition va s'élargir. Je suis convaincu que s'il y a une prochaine marche encore autorisée, le nombre qui sera dans la rue sera encore plus. L'important, c'est que la communauté internationale, autoproclamée, aide les Tchadiens à avoir des élections propres. Ça n'est pas quand même acceptable que quelqu'un a dirigé un pays pendant 30 ans, qu'il a échoué à moderniser le pays et qu'à sa mort, on mette son enfant. Comme si toute la population, nous étions la propriété d'une seule famille. Non, ce n'est pas acceptable. Moi, je crois que tous les gens qui se disent démocrates au monde devaient s'indigner que ça se passe comme ça. Mon frère Adam Glenou a dit ici, mais moi, quand l'Union africaine s'est agitée, quand Assimi Goïta a fait son deuxième coup d'État, mais j'ai dit, mais les gens de l'Union africaine, ils sont comment? Ils aiment quelque chose le matin et le contraire le soir. En réalité, les principes sont les principes, juste le sang coulé, comme le dit Kipling. Donc, en réalité, on ne doit pas adouber ce qui s'est passé au Mali, encore au Tchad. Encore que ce qui s'est passé au Mali est soutenu par une grande partie des Maliens. Hein. Voilà, les Maliens étaient agacés par la gouvernance d'abord de l'autre, Ibrahim Boubacar Keïta, et ils ont pris le pouvoir, mais ils ont vu que ceux qui avaient pris la transition voulaient aller faire un concubinage incestueux avec une puissance qui soutenait Ibrahim Boubacar Keïta, et ils ont rectifié la transition. Bon, c'est vrai qu'on peut regretter que chaque fois que les militaires sont mécontents qu'ils fassent irruption sur la scène politique, mais je constate malheureusement qu'au Mali, les populations soutiennent majoritairement Assimi Goïta. Pour le Tchad, c'est dégueulasse.
nous souhaitons, en tout cas, je souhaite que les gens aident les Tchadiens à avoir pour une fois dans leur histoire des élections transparentes. Et c'est pour ça qu'ils veulent une conférence nationale transition. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que le Conseil national de transition, que les membres soient désignés par Idriss Déby Mahamat. Sinon, il va prendre ses amis et qui vont faire son vouloir. Il faut mettre des règles claires. Vous savez, les conflits parfois sont importants. À l'issue des conflits, on met des règles claires pour un niveau de départ. Les Tchadiens souhaitent ça simplement, il faut les aider. Parce qu'il va falloir un jour que ce soit les Africains qui désignent vraiment leurs dirigeants et non, comme mon frère l'a dit, tout le monde le sait, que nos dirigeants soient désignés d'ailleurs et qu'on assassine des gens pleins d'ambition et qu'on met à la tête de nos pays des tarés qui sont prêts à servir l'Occident et nos pays sont restés aérés. Voilà, donc aujourd'hui, une parenthèse, quand il le dit, nous sommes sortis de... On a dit que nous avons eu l'indépendance 60 ans. Aujourd'hui, la tendance des présidents africains, c'est de dire que les Occidentaux sont exigeants, nous allons courir vers la Chine. Il fut une néocolonisation vers une autre. Alors que nous, on leur demande d'être vraiment indépendants. Ils s'endettent auprès de la Chine. J'avertis les Africains ici. La colonisation de la Chine sur l'Afrique, cela peut rude. Que celle de la France. Celle de l'Occident. Parce que John Kennedy dit que pour soumettre une personne, ce n'est pas deux moyens. Soit par la force brutale, soit par le porte-monnaie. Nous sommes en train de nous endetter jusqu'au cou. Ce n'est pas ce que nous demandons aux Africains. Mais il y a un avocat congolais qui dit que ce n'est pas parce que la Chine a les moyens pour tout acheter que nous devons tout le vendre. Mais de deux serpents, venimeux ont choisi le moindre. Moi, je suis convaincu que la colonisation de la Chine sur l'Afrique sera peu rude. Et c'est pour ça que quand je vois nos chefs d'État en train d'aller s'aligner en Chine, ça me fait pitié. Allez, on passe sans transition au Togo et on va parler de ces séminaires gouvernementaux. Justement, un séminaire gouvernemental s'est tenu pendant 2 jours à Kara, au nord du Togo. Ce séminaire a été présidé par le chef de l'exécutif togolais, Faure Gnassingbé. Cette rencontre a permis au ministre de faire la revue d'avancement des projets prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, indique-t-on de sources officielles. Fioclou, vous avez écrit sur cela? Vous êtes du journal L'Enquêteur. Non, je ne parle plus comme cela se dit, je ne parle plus, mais j'ai eu vent de ce séminaire gouvernemental tenu à Kara qui a fait le tour d'horizon. Puisque quand Madame le Premier ministre est nommé en octobre, devant l'Assemblée, elle a fait passer sa feuille de route. Et 9 mois après, il est normal qu'on fasse un petit bilan de mi-parcours. Et c'est ce qui a été fait. Et il a été retenu 42 projets, et surtout les projets prioritaires. Et au cours de ces 9 mois, ce que moi j'ai constaté, c'est que la gouvernance, au cours de cette période, a mis surtout l'accent sur l'électrification et sur l'adduction d'eau dans les coins les plus reculés. Et en dehors de ça, ce qui a damé le pion surtout, c'est la pandémie Covid-19 qui a pris le pas. Et ces derniers mois, nous avons connu une augmentation de contamination et de décès. Bon, voilà ce que je peux dire sur ce séminaire gouvernemental. Avant de parler de ce séminaire, même avec vous, M. Binafam, 9 mois pour l'électrification à outrance et l'adduction d'eau, nonobstant la pandémie de Covid-19, vous, en tant que politique, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de tout ce que vous avez vu? Bon, c'est-à-dire que si on me demande de faire le bilan, il aurait fallu que c'est moi qui ai décidé de faire, alors que ce n'est pas moi qui ai décidé de faire. Non, moi, parlant du séminaire gouvernemental à Kara, bon, on ne peut pas faire le... Si c'est le bilan du séminaire gouvernemental, bon, ça va être difficile parce que il vient de se tenir. Mais moi, j'ai souvenance, à moins que je me trompe, vous allez me rectifier ça, qu'il y a eu déjà en 2020 notre séminaire gouvernemental, si j'ai bonne mémoire. Et au même séminaire gouvernemental, on avait dit que on avait réparé les priorités de la feuille de route du gouvernement pour 2020-2025. Oui, 2020-2025. Et on avait dit l'ambition de la feuille de route, c'est de faire du Togo
une nation moderne avec une croissance inclusive. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la croissance est inclusive? Je vous repose la question, monsieur. Bon, moi, je ne vois pas. Donc, c'est pour ça que moi, si je dois faire le bilan, je fais le bilan de la gouvernance. Parce qu'on nous avait dit ça déjà en 2020, qu'on devrait avoir une croissance inclusive. Aujourd'hui, je constate que la croissance est inclusive. La croissance aurait été inclusive si on avait des scanners dans nos centres de santé pour permettre à tous les Togolais d'aller faire passer un scanner s'ils veulent. La croissance aurait été inclusive si les conditions de vie des Togolais se sont améliorées. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas vu, puisque le magistral coûte 800. Donc, bon, moi, si c'est en termes de bilan, le bilan est là. La majorité des Togolais dans la partie nord vont à Djougou, au Bénin, ou à Tengueta, au Bénin toujours, pour faire un simple scanner. Bon, je ne vois pas en quoi la croissance, depuis ce temps, a été inclusive. La première ministre, elle a animé de bonne volonté. Je connais, c'est une dame qui est battante, puisque je travaille dans le ministère qu'elle a dirigé pendant 10 ans. C'est une dame qui se bat. Bon, mais il y a des présenteurs. Nous sommes au Togo, il y a des présenteurs qui l'empêchent forcément de dérouler tout ce qu'elle veut. Hein. Je peux le dire. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu la croissance inclusive qu'on nous a promis en 2020. Je n'ai pas aussi vu la dynamisation des emplois qu'on nous a promis en 2020. Bon, on nous a promis aussi le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Mais est-ce que quand on a laissé une grande partie de la population dans la pauvreté, est-ce qu'elle peut faire la paix avec ceux qui s'accaparent les richesses? Je ne crois pas. Donc pour moi, voilà aussi ce que je peux faire. Moi, je fais le bilan de ce qu'on nous avait déjà dit. Maintenant, si pour le séminaire gouvernemental qui a commencé, j'espère que quand on a rappelé aux gens les priorités du gouvernement, ils vont rectifier le tir pour les années à venir. Vous avez parlé de pesanteurs. Selon vous, quels sont ces pesanteurs? Non, mais vous savez, pour développer un pays, on n'a pas forcément besoin de l'argent. Hein. C'est la volonté politique. Parce que dans un pays où on arrête au coin de tourneur, vous allez faire quoi? Avec quoi vous allez construire des routes? Mais pour montrer qu'on est décidé à électrifier, mais les gens sont assis, il y a beaucoup de gens qui sont assis sur notre richesse qui peuvent électrifier plusieurs villages, non? Le pétrole gate, malgré tout ce qu'on a voulu nous faire voir, que c'est faux là. Mais qu'est-ce qui a été fait dans le rappel des priorités pour chercher à connaître la vérité et sanctionner ceux qui ont occasionné ce scandale du siècle? Vous avez vu ça? Depuis qu'on a mis sur pied à Plusia, vous avez vu qu'on a arrêté un voleur de l'État? Avec quoi on fait la croissance inclusive? Avec quoi on électrifie les villages? Voilà quelques pesanteurs. La malgouvernance, la fraude fiscale à outrance. Mais qu'est-ce qui est fait pour corriger la fraude fiscale, pour permettre au pays de gagner l'argent? Au Sénégal, on sait que Macky Sall a mené une politique pour récupérer beaucoup d'argent volé. Nous, on a récupéré combien? Tu connais? 0 franc. Alors, Eric Johnson, je vous pose aussi la même question. Je veux lui poser une petite question, peut-être pour rigoler un peu. Vous êtes dans un ministère qui s'appelle ministère du Développement à la base. Mais qu'est-ce que vous faites pour que le développement personnellement? Oui, personnellement. Non, je réponds. Parce qu'il a je réponds. Moi, je ne suis pas imposé des décisions. Je suis un fonctionnaire simple. Si on me donne une tâche pour accomplir, je l'accomplis. Tous ceux qui sont au développement à la base savent que malgré que je suis de l'opposition, que je travaille quand on me donne du travail. Mon directeur peut vous confirmer ça. Donc, je ne décide pas. Si je décide, il y a des choses qu'on va dire, on va faire. Je viens de vous donner, si j'avais le pouvoir de décision au Togo, mais personne ne peut s'asseoir sur notre argent impunément, non? Au nom de quel principe un petit groupe va s'asseoir sur notre argent? Et on vient nous parler de l'électrification des villages. On électrifie avec quoi? De l'argent. Très bien. Alors, même question à vous, hein, l'électrification des villages, comme on le dit, l'adduction d'eau et autres pendant 9 mois, en dépit de coronavirus. Eric Johnson, vous, à votre niveau, et surtout avec votre rédaction, l'Union, quel bilan vous pouvez faire? Pour faire un bilan, il faut... je pense que c'est au gouvernement de nous faire... disons quel constat? Voilà. Ouais. Nous, on ne peut que constater, nous, on ne peut que dire ce qui est officiel. Ouais. Ce que je veux dire... Au-delà de l'officiel, vous pouvez mener les enquêtes aussi, hein, comme Fioclo a l'habitude de le dire. Officiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
quand j'ai eu une information et que je vais au recoupement, c'est ce qu'on me donne officiellement que je dis et non ce que je pense. Oui, bien compris. Voyez-vous? Non, je voudrais qu'on recadre un peu ce sujet-là. C'est-à-dire que le gouvernement avait déjà lancé le PND, le Plan national de développement, qui court de 2018 à 2022, logiquement. Aujourd'hui, il y a eu la pandémie à coronavirus qui a bloqué beaucoup de choses. Le gouvernement a été obligé de financer cette crise sanitaire-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu de petits programmes. Quand je dis petits programmes, ce n'est pas des programmes aussi vastes pour tous les Togolais, mais de petits programmes pour arriver quand même à aider une certaine partie de la population qui était forcément vulnérable vis-à-vis de cette pandémie. Aujourd'hui, avec cette situation, l'analyse que je fais de ce séminaire gouvernemental, c'est que le gouvernement veut désormais fonctionner par projet. C'est-à-dire, au lieu qu'un ministère, qu'on dise le ministère du développement à la base, disent que nous allons aider les populations à la base à se développer uniquement, on va s'en tenir aux projets qui vont dans ce sens-là. Je crois que cet exercice, à mon avis, va permettre plutôt, et c'est selon la feuille de route de gouvernement d'Obé, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les membres du gouvernement ont signé des engagements vis-à-vis de ce gouvernement-là, mais ces engagements, c'est par rapport justement, aujourd'hui, nous avons ces projets-là. On parle de 36 projets et de 6 réformes prioritaires. C'est une première au Togo. C'est ce que j'ai constaté. C'est une première que le gouvernement décide de faire des réformes prioritaires pendant une certaine période donnée. Oui, décider, c'est une bonne chose, Eric Johnson. Maintenant, c'est l'exécution de tout ça là qui est important. Je pense que j'en viens, parce qu'on est en train de parler de séminaire gouvernemental. L'objectif, c'est de revoir les projets en cours, de voir si ces projets-là, tous les projets ont démarré, quelles sont les avancées, quelles sont les difficultés et de quelle manière allons-nous reprendre les choses pour qu'on aboutisse réellement à l'exécution totale de tous ces projets, parce qu'il y a une période qu'on a donnée au peuple togolais. Moi, personnellement, je pense que c'est à ce niveau-là, à la fin de cette période-là, que je ferai un bilan exhaustif avec ce gouvernement. Parce qu'il ne suffit pas... On peut faire un bilan à mi-parcours aussi. Justement, c'est à ce gouvernement de faire son bilan. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Vous pouvez faire un constat à mi-parcours. Moi, mon constat, c'est que quand vous regardez bien, je ne sais pas si tu as lu un peu la synthèse de vos écrits. Non, la synthèse sortie de la feuille de route. Oui. Vous allez constater que tous les projets s'imbriquent. Ça veut dire que aucun projet n'est isolé. Et quand vous relisez très bien, vous allez voir que la digitalisation est un projet très important qui a en son sein beaucoup de projets dans les 36. Donc, c'est une lecture que moi je suis en train de faire de cette feuille de route-là. Donc, c'est à ce gouvernement-là de faire son bilan
à mi-parcours. Nous sommes là juste pour constater. Si je dis aujourd'hui que tel projet n'a pas abouti, quels sont mes éléments, les éléments dont je dispose pour dire que ce projet-là n'a pas abouti? Je ne peux pas le dire aujourd'hui à la place de ce gouvernement. C'est à ce gouvernement seul de me dire, voilà, nous avons lancé tel projet et voilà, nous nous sommes donné une période où ça doit aboutir. Mais à mi-parcours, moi je constate que ça a été lancé, ça n'a pas été fait, etc. Alors, Fioclou, cette feuille de route ambitionne de transformer le Togo en une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Ben, ce sont des ambitions nobles, hein, il faut le préciser. 42 projets et réformes. Alors, quels sont ces projets, quelques projets et réformes? Oh, là où je suis, je ne peux pas te dire que les projets dont on a parlé là-bas sont cités, etc. Le problème, c'est que le gouvernement de Mme Victoire Tomega a donné une feuille de route à ses ministres. Et c'est à eux de travailler en fonction de cette feuille de route. Et il y a 9 mois, ils se sont rassemblés le week-end dernier à Kara pour en parler. Et c'est ce que Eric vient de dire. Ce qui a été fait, les difficultés qu'il y a eu, ce qu'il faut pour enlever ces difficultés et les perspectives d'avenir. Et s'il y a des écueils, comment ils vont faire? Mais le gouvernement a le pouvoir de décision. Et nous ne devons pas oublier non plus que depuis 2019, le Togo est administré localement. C'est-à-dire nous avons fait une élection législative où nous avons des collectivités territoriales, d'où la gouvernance locale. Et les projets ne peuvent plus se faire directement ou indirectement, parce que nous avons les transferts de compétences où on parle de compétences partagées, compétences propres et compétences transférées. Ce qui veut dire que les communes, les maires sont aujourd'hui les acteurs du développement de leur milieu. Et en synergie avec les ministères et autres, on peut collaborer pour leurs projets. Alors, ce que je peux dire. Et dans ce rôle, pour le développement même dans les communes, c'est le ministère du Développement à la base même, qui est la cheville ouvrière. Parce qu'entre-temps, il y a eu les comités cantonaux de développement, les comités de villageois de développement, les CDQ, qui constituent la cheville ouvrière, qui aident les maires et les chefs cantons pour le développement local. Alors, Monsieur Binafam, quand on parle de nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable, même si on est de l'opposition, on peut apprécier. Mais est-ce que c'est parce qu'on est de l'opposition qu'on ne veut pas que le Togo soit une nation moderne? C'est un souhait partagé. Ouais. Si le Togo est une nation moderne, est-ce que moi, je ne vais pas bénéficier? Beaucoup même. Je vais bénéficier, sauf que moi, je fais le constat que nous ne donnons pas l'impression que c'est la première fois au Togo qu'on a fait séminaire gouvernemental. Ça a commencé sous Umbo. Et nous tous, nous avons apprécié. Mais moi, en tant qu'homme politique et observateur, j'apprécie les résultats passés et je déduis par rapport à ce qui va venir. Parce que même la pluie, la météo nous l'annonce avant, non? La pluie qui va venir le soir, on voit les signes le matin. Je vous ai dit ici, je suis formel. Dogboy, c'est une dame que je connais qui se bat, qui est compétente. Mais il ne suffit pas d'être compétent. Est-ce que vous croyez que tous les premiers ministres qu'on a nommés au Togo, quelqu'un intrinsèquement est compétent, incompétent? Non, c'est des gens de qualité. Mais ce sont les présenteurs. Mais ils ont pu faire quoi? Ils n'ont rien pu faire. Donc, moi, je fais le bilan des précédents séminaires. Ce n'est pas seulement à ce séminaire qu'on a dit qu'on veut faire une croissance inclusive profitable à tous, non? C'est déjà là-bas. C'est déjà dit plusieurs fois dans plusieurs documents. Mais qu'est-ce qui s'est réalisé sur le terrain? Est-ce qu'on a construit un hôpital moderne pour que les gens se soignent? Est-ce qu'on a scanné dans les centres de santé publique? Est-ce que ce n'est pas des signes d'une croissance inclusive? Ben, voilà, donc moi, je ne vais pas... Fioclou Adamgbeno, quelque part ce qu'il dit, il y a un peu de réalité dans cela. Ce que M. Binafam dit, M. Binafam parle en tant que politique. Donc vous pensez qu'il y a des scandales? Même si, ce que moi je connais au niveau de la politique, même s'ils sont partis politiques de l'opposition, bien le parti au pouvoir fait bien, on ne peut pas donner bien, on donne passable. C'est ça. donc le gouvernement a fait très bien, lui donne je passable. ne peux pas dire que le gouvernement fait très bien. Le gouvernement fait des efforts, mais tout le monde reconnaît que c'est insuffisant.
Ce qu'il vient de dire, il n'y a pas de scanner dans le centre de santé du Togo. C'est vrai? Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et le gouvernement ne Là, peut pas ce dire ne qu'il sont n'est pas pas des au propos courant. politiques. Oui. Ce sont pas des... Il y a certaines réalités qui sont là, que l'électricité, tu connais, que l'addiction Johnson d'eau. connaît, que M. Binofam connaît, que la dame qui est au marché aussi reconnaît. Il faut accepter ce qui est Ouais. vécu. Ouais. Le vécu quotidien du Togolais aujourd'hui est très lourd. Et les gens n'arrivent même pas à manger. Ça, c'est vrai. Sur les 9 mois, la priorité ou bien les priorités étaient l'électricité et l'addition d'eau, comme vous l'aviez dit. Oui, je Vous, sais à qu'au votre moins, niveau. il y a eu ces efforts dans ce domaine. Il y a eu des efforts J'ai dans ce eu domaine. à recevoir des invités ici qui disent dans leur village et partout au Togo, surtout, je ne vais pas donner son nom, qui dit qu'il voyage souvent et qu'il n'a pas vu ces réalisations. Oui, Ça pose des problèmes. le problème, des c'est questions. que aujourd'hui, je ne peux pas dire que le gouvernement a mis de l'électricité dans les 390 cartons. Ben, il y a certains. Il y a certains Ouais. cantons qui sont dotés d'électricité et d'eau potable. Ça, il faut le reconnaître. Sur toutes les années du territoire, dans certaines localités, il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas l'électricité. Il faut le reconnaître. Mais des efforts sont faits quand même. C'est insuffisant, mais il faut reconnaître ce qui est fait. Et M. Binafam a souligné d'autres signes de croissance économique et surtout inclusive, durable et inclusive, c'est les scanners qui manquent cruellement dans les centres de santé. Eric Johnson. Ouais, c'est une évidence. Ça, tout le monde. Alors, tout le monde le reconnaît. Mais maintenant, est-ce que dans l'approche de l'exécutif, c'est de cette manière qu'il faut régler les problèmes de santé dans le pays? Parce que nous devons juger l'exécutif par rapport à ses priorités, à ses projets dont il parle. Quelles sont les priorités? Peut-être la santé n'est pas dedans pour le moment. Mais bien sûr, La bien santé, sûr que la c'est santé le numéro un même. C'est une question, en oui. bonne place, en bonne place. Mais nous, en tant que citoyens, nous remarquons que aujourd'hui, quand les gens tombent malades, on est obligé de courir dans certains centres de santé privés pour un scanner, ce qui n'est pas du tout logique. Et quand on en parle, c'est que c'est une réalité. Ça, tout le monde le touche du doigt. Maintenant, de quelle manière on veut régler ce problème-là? Moi, je n'ai jamais entendu un officiel me dire, par exemple, qu'il y a une commande de scanner et que ça ne vient pas. Alors que c'est de ça le citoyen a besoin aujourd'hui directement quand il va dans un centre de santé. Là, est-ce que quelqu'un va dire que ce n'est pas un échec sur ce plan? Mais évidemment. Maintenant, la question que tu avais posée À Fioklou. par rapport au projet, les 36 projets et les Et 6 réformes prioritaires, je peux t'en citer Oui. quelques-uns. Allez-y. C'est pour la gouverne Allez-y. Nos chers amis scottiers, voilà. toujours fidèles à New TV. Le premier projet parle de l'attribution de l'identité pour tous. Ça, Ouais. ça concerne la digitalisation dont nous sommes en train de parler. Et le second parle de la mise en place du régime social unique. Ça, c'est l'assurance pour tous les citoyens. La mise en place de la couverture santé universelle. L'élaboration et exécution d'un plan de réponse aux urgences sanitaires. Alors, en ce moment, on parle de santé, mais nous, on a besoin de scanners. Où est-ce qu'on a placé l'acquisition de scanners dans ce projet-là? Donc, il faut qu'on aille chercher. Et nous sommes dans l'urgence sanitaire. Voilà. Avec Covid-19. On parle de la poursuite de la politique d'électrification pour tous. Et quand je regarde... Et quand on dit poursuite, ça veut dire que quelque chose a été fait. a été déjà entamé. Oui. Et il faut le poursuivre et arriver à 100%. Augmentation de l'accès en eau potable et à l'assainissement.
Augmentation, ça veut dire également la même chose, quelque chose a été entamé. Construction de 20 000 logements sociaux. À ça, c'est un véritable souci dans le pays. Ouais. Il faut qu'on aille plus vite. Et comme je le disais, c'est que on ne peut pas laisser un projet et entamer un autre sans... Et Éric Johnson, vous le permettez, la semaine prochaine, c'est sûr qu'on va vous inviter et continuer avec ces projets. Monsieur Binafam, vous avez 30 secondes. Monsieur Eric parlait, monsieur Binafam le regardait. Ah, c'est tellement quelque chose. Monsieur Binafam, 30 secondes. Non, moi je on t'a vers la fin, 30 secondes sur les projets et réformes. Non, moi je vous ai dit, je dis ce que je pense. Hein. Si le président Faure, ce n'est pas parce que moi je suis de l'opposition, quand il fait des choses, moi je suis au développement là-bas, je sais les fonds que l'État togolais investit dans des projets pour permettre au pays d'avancer, je suis certain. Sauf que je dis, il y a des pesanteurs. Parce que dans la gestion de ces projets aussi, il faut vraiment contrôler les gens. Parce qu'il ne faut pas qu'à la fin des projets, les gens s'enrichissent, c'est-à-dire comme Crésus, et que les objectifs ne soient atteints. Sinon, l'État togolais met beaucoup de fonds pour développer le Togo. J'en suis conscient et je félicite l'État pour ça. Mais quand je vois, quand on nous dit que Pegasus nous a coûté 51 milliards. Mais si on avait donné tout cet argent au gouvernement de Dogbe, mais elle va faire plus que ça. Merci beaucoup à vous. On est pris par le temps. On aura l'occasion la prochaine fois de pouvoir parler plus amplement de ce sujet. Merci à vous, Kohan Binafam, homme politique, Force démocratique pour la République. Merci également à vous, Éric Johnson, directeur de publication de l'Union. Infini merci, Fioclou Adangbenou, directeur de publication de l'Enquêteur. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.